Être un marketeur B2B, c'est être constamment balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge, sans compter les relations avec les sales et le CEO. Mais tu n'as pas à être seul. Entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, ex-responsable marketing et solopreneur, créateur du Café du Market, la communauté francophone réservée aux marketeurs B2B. Avec ce podcast, j'ai créé le contenu que j'aurais aimé écouter pour progresser encore plus vite quand j'ai pris mes premières responsabilités. On y débriefe les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou rejoindre directement la communauté pour échanger avec des pairs et donner un coup d'accélérateur à ta carrière. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et si tu entends des discussions intéressantes, sers-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, c'est Pledzi. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec de nouveaux contenus. Là où Pledzi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Les événements physiques retrouvent de plus en plus la cote. Et parmi ces événements, on retrouve notamment les salons professionnels B2B. Pourtant, ça reste toujours des tickets importants dans un budget marketing quand il s'agit de participer, car les places sont chères. Il est donc capital de pouvoir tirer un ROI positif de ce type d'événement. Pour voir justement comment organiser la participation à un salon, je suis avec Anna Savarin, qui est Head of Marketing chez Mayday. Cet épisode est tiré d'un événement live de la communauté que tu peux bien sûr découvrir sur le cafédumarket.fr. Et maintenant, je te laisse avec ton épisode. À très vite. Là, du coup, aujourd'hui, c'était l'occasion de parler avec Anna. On fait un petit retour d'expérience sur un salon qu'ils ont organisé, du coup, pour voir un petit peu justement comment ça s'organise. Et puis normalement, enfin, en tout cas, Anna était très contente des résultats, donc tu vas nous parler un petit peu de tout ça, puis comment tu as abordé le sujet. J'allais dire, bon, là, du coup, on se connaît, mais si tu veux juste rappeler en deux mots, en introduction, qui tu es, ce que tu fais, où tu travailles, dans quel contexte. Et puis comme ça, après, on lance quoi. Yes. Bonjour à toutes, je crois que, enfin à tous, aussi à Ouais. Axel quand même. Donc je suis Anna, je suis Head of Marketing chez Mayday depuis janvier 2023. Avant, je suis passée notamment chez PlayPlay, qui a maintenant bien grossi. Et ensuite, j'ai fait un peu de freelance, donc ça me permet d'avoir une vision un peu plus large que juste mon poste chez Mayday. Et Mayday, c'est aide donc les directions de la relation client à apporter la bonne connaissance au bon endroit au bon moment pour garantir des réponses de qualité et rapides à chaque interaction. Donc nous, on a une cible plutôt grand compte et aujourd'hui dans l'équipe, on est 4, donc moi, et puis une senior inbound manager qui est en charge de la stratégie de contenu et des events et un growth manager et quelqu'un en stage ou en alternance, ça dépend des moments, qui est en support de la personne en inbound. Donc, on est encore assez petit en termes d'organisation. Donc là, vraiment, mon retour d'expérience, c'est pas basé sur une énorme orga de salon avec un standiste, etc., quoi. C'est un peu artisanal pour le coup. Donc, preneuse ensuite dans nos échanges si vous avez aussi des choses à apporter de votre côté. Bah, justement, du coup, est-ce que tu peux, en intro, du coup, revenir sur comment ça s'intègre, du coup, l'événementiel dans la stratégie marketing? Pourquoi tu mises dessus? Dans quel but, quoi? Ouais, nous, c'est vraiment notre premier canal d'acquisition chez Mayday. Donc, c'est 20% du closing, tout inbound, outbound confondu depuis à peu près juillet 2023. Ça reste assez stable. Et donc, aujourd'hui, dans un event, si j'investis 1 euro, j'en gagne 4. Là, je parle vraiment de first touch. Donc, aujourd'hui, grâce à Selma, on va de plus en plus traquer les deals influencés. Mais là, pour le moment, c'est vraiment le prospect. La première fois qu'on lui a parlé, c'était sur le salon. Donc, au final, il y a un ROI caché qui est beaucoup plus conséquent que ce qu'on affirme aujourd'hui. Sur les événements, je voudrais juste distinguer peut-être 2 types d'événements. Il y a les événements qu'on organise comme les after-work, les petits déjeuners, que je considère plutôt comme des contenus au même titre qu'un webinar, qui sont en fait pour moi des portails plus que des canaux. Et du coup, les événements auxquels on va participer, les événements de networking avec un objectif de noto, les salons avec un objectif de MQL, et puis les événements plutôt one-to-one avec des rendez-vous bookés à l'avance qui sont plutôt des salons avec un objectif de génération d'opportunités.
Mais du coup, voilà, je distingue vraiment les deux. Et là, aujourd'hui, on va plutôt parler du deuxième cas, du coup, des événements auxquels on participe et qu'on sponsorise. Yes, bah justement, du coup, je le disais, mais tu as récemment participé, donc c'était All for Customers. Ouais. C'est ça que du coup, donc j'avais vu ton post LinkedIn, c'est pour ça qu'on en parle, mais oui, effectivement, tu disais que c'était acer le salon, je me rappelle, c'était la formule que tu avais utilisée. En tout cas, comme une réussite, en tout cas. Déjà, comment est-ce que tu sélectionnes tes événements? Tu sources les événements auxquels tu as participé, et puis, bah, du coup, dans ces critères-là, c'est quoi un bon événement pour m'aider, quoi? Yes. Nous, ce qu'on va regarder principalement, c'est la typologie des participants. Donc, est-ce qu'ils sont dans la cible? Donc, chez nous, c'est service de relations clients. Donc, on met de côté expérience client, qui est assez différente. On va regarder le nombre de collaborateurs et l'industrie, et parce que quand on fait matcher les deux, on peut savoir à l'avance s'il y a une forte intensité de service client et donc une grosse équipe de service client. Donc, généralement, on demande un extrait de la liste des participants de l'année passée avec les job titles et puis le nom de l'entreprise. On va aussi regarder s'il y a des concurrents ou des acteurs de l'écosystème qui ont un petit peu les mêmes modèles que les nôtres. Donc là, on va demander pareil, partenaires de l'année dernière, partenaires qui sont déjà inscrits cette année. Mais ce n'est pas un indicateur pour nous must-have, c'est-à-dire que si les autres participent, on y va. Mais si les autres ne participent pas, ça peut être quand même un go. Donc on peut quand même y aller. Et je pense qu'il y a la moitié de nos événements où en fait on n'a aucun concurrent, mais du coup qui sont très rentables pour nous. Et on essaye aussi de savoir si c'est possible de recevoir la liste des participants, des inscrits, soit à la conf, soit à l'événement. Et si oui, avec quelles infos? On peut retrouver le bec dans l'eau sur un événement récemment où ils nous ont envoyé nom, prénom, job titles et entreprise, mais sans aucune coordonnée. Donc là, la liste a beaucoup moins de valeur. Et du coup, une fois qu'on a globalement identifié si la cible était la bonne, ben là, on va rentrer en phase de négo. Donc, ce qu'on s'était dit quand j'étais chez PlayPlay, c'était qu'une bonne remise, c'était entre 15 et 20% du prix de base. Et donc là, on va utiliser pas mal d'arguments. Je commence à avoir un petit set sous le coude. Donc, on est une jeune start-up, on commence, donc on crée un nouveau partenariat. On aimerait bien vraiment expérimenter et se dire que l'année prochaine, si ça marche, on va pouvoir accélérer et mettre un plus gros budget. Deuxième argument, ce serait de dire que le budget, il est déjà défini pour l'année. Je vais voir si je peux retirer une petite OP. Bon, j'ai réussi à retirer une OP, mais ça me rajoute que 4K. L'événement est à 8K. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? On joue aussi sur le good cop, bad cop. Donc, moi, je suis le good cop et mon CEO est le bad cop, avec son accord, bien sûr. Mais du coup, c'est lui qui m'empêche d'avoir un budget un peu plus élevé. Mais pour moi, c'est vraiment hyper important de participer. On joue aussi pas mal sur les timings, donc soit un rebooking très tôt, mais aussi sur les fins de quarter, sur les fins de trimestre des commerciaux, les commerciaux des salons ont un peu les crocs généralement. Et du coup, c'est un bon moyen de pression en leur disant si je signe et que je me engage avant demain, est-ce que tu peux me faire un tarif intéressant? Et ce qui fonctionne assez bien, nous, notre plus gros event, c'est All for Customer qui est organisé par Wii U Group. Et on participe aussi à CRM Meetings, qui est plutôt un événement de one-to-one, qui est aussi organisé par Wii U. Et donc là, on dit, on est vraiment des clients très fidèles. Est-ce que tu peux pas nous faire une remise globale sur le pack pour plusieurs événements? Donc voilà un peu les petites astuces de négo. Puis une fois qu'on a validé la négo et le devis, du coup, on lance toute leur gamme. D'accord, ouais, donc j'allais dire, ça c'est marrant, c'est systématiquement, tu vas aller chercher 15-20%, 20% de remise, c'est l'objectif, quoi. Ouais, exactement. C'est un peu d'ailleurs comme les opérations de médias sponsorisés, quand on propose des encarts ou des articles publicitaires, etc. On négocie toujours, quoi. Ça, c'est un truc sur lequel je suis nul, moi. Ça, le négo, c'est vraiment, ça me fait mal à chaque fois, tout le temps, quoi. Ah ouais. Mais je me force, hein, mais c'est le truc, tu vois, je n'ose jamais, quoi. Moi, tu m'annonces un prix, c'est le prix, quoi. C'est très dur pour moi, en tout cas, de faire ça. Donc, j'admire toujours quand t'as le courage d'y aller, quoi. Mais bon, après, tu vois, justement, le rôle avec le CEO, comme tu disais, on le faisait beaucoup. Enfin, moi, je le faisais beaucoup. Et en fait, tu te sers de ton CEO comme argument pour dire, c'est pas moi, en fait, le chiant, hein, mais c'est mon patron, quoi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire, quoi. Ouais. Moi, je suis alignée, Axel, hein. C'est vraiment quelque chose sur lequel ça me faisait énormément sortir de ma zone de confort et j'ai vraiment confiance en l'humanité et dans le fait que c'est des personnes qui sont sincères. Et un jour, j'ai découvert un peu les coulisses de l'organisation d'un salon et je me suis dit, OK, c'est vraiment un petit peu des filous et maintenant, j'ai plus aucun scrupule. Ouais, bah, puis t'en as plein en plus. Tu vois, juste avant qu'on se voit, j'ai enregistré un épisode de podcast là, sur le pricing. Justement, c'est ce qu'on en parlait. Tu vois, il y a des modèles en plus où c'est prévu. De toute façon, les Oui. prix sont affichés pour offrir de la négo, quoi. Donc, Mm. pour offrir des marges. Donc bon, faut pas trop se gêner non plus, quoi.
Très cool. Donc, du coup, tu as choisi ton événement. Ouais. Maintenant, il va falloir faire en sorte que ça se passe bien. Mmh. Comment ça s'était passé, du coup, la partie pré-event en termes d'organisation, de promotion, pour t'assurer, du coup, d'en tirer le maximum, quoi. Yes. Là, on avait commencé par définir le positionnement par rapport à l'audience qui serait sur place. Donc, on avait regardé est-ce que c'était plutôt des C-level, des opérationnels, dans quel type d'industrie, ce qui allait nous aider à définir, à créer le stand et puis à définir aussi ce qu'on voulait mettre dans notre prise de parole. Donc, sur le stand, moi, je prône plutôt le simple et l'efficace. Après, j'ai jamais été dans des boîtes qui avaient des énormes budgets non plus. Mais en gros, généralement, un habillage. J'aime bien quand il n'y a pas d'angle. Et deux kakémonos, donc un kakémono produit et un kakémono avec des logos. Et sur l'habillage, généralement, on met la tagline et ce qui fonctionne très bien chez Mayday, qu'on a testé sur pas mal de salons, c'est des verbatims de nos clients. Et on ne choisit pas forcément les plus gros clients, on choisit ceux dont les directeurs de la relation client sont les plus gros key opinion leaders. Et donc, on met leur nom, leur prénom, leur titre et puis le logo ensuite de leur entreprise. Et souvent, il y a des personnes qui s'arrêtent sur le stand, même sans avoir compris ce qu'on faisait, mais qui ont vu la citation de Damien Nutens, directeur de la relation client chez Edenred. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Et on réfléchit aussi au sens des flux pour être sûr d'avoir mis les bons messages dans le bon sens. C'est vrai que, juste je reviens là-dessus, pardon, je te coupe, mais je l'ai vu la photo de ton stand sur ce salon-là où effectivement c'est un grand mur très plat avec toutes ces bulles un petit peu de citations et juste la proposition de valeur sur la droite. C'est vrai que Ouais. j'avais trouvé ça malin. Après, bon, la proposition de valeur n'était pas la plus optimale, mais en tout Mm. cas, la partie sur les verbatims, ça faisait vraiment mouche et les gens s'arrêtaient vraiment pour ça, quoi. Donc, Ouais. Puis je c'est vrai que comprends. c'est aéré parce que du coup, au final, l'objectif, c'est quand même d'attirer l'attention pour lancer la conversation après, alors que des fois, tu vois des stands où on a envie, où les boîtes, elles ont tout le discours commercial, quoi. C'est la plaquette qu'elles ont mis en version murale, et du coup, ça change un petit peu, quoi. En tout cas, bon, bref, excuse-moi, je t'ai coupé, du coup. Non, Donc, mais tu oui, disais puis bon, stand, après, simple, efficace. dans le discours sur le salon, tu le vois aussi dans l'approche des commerciaux, enfin des commerciaux ou d'ailleurs des équipes qui sont sur le stand, hein, mais où ils vont directement venir faire le pitch, alors que nous, on va d'abord poser beaucoup de questions. Et je trouve que c'est un peu le reflet aussi de notre stand où c'est assez sobre, enfin sobre, pas en termes de design forcément, mais en termes de wording. Et du coup, sur la prise de parole aussi, généralement, on se positionne très tôt parce que le timing dans la journée est vraiment clé. Donc nous, on fait pas de prise de parole donc les créneaux, c'est entre 10h et 11h30 et entre 15h et 16h30. Et si c'est plus tôt ou plus tard, généralement, on s'y prend suffisamment tôt pour que ce soit pas plus tôt ou plus tard. Et surtout, je check en continu les thématiques des autres ateliers en parallèle des nôtres. Et ça nous est arrivé sur un événement très récemment où en fait il y avait 4 conférences, 4 ateliers sur l'IA en même temps, ce qui fait que les 4 ateliers étaient vides parce qu'en fait l'audience s'était splittée entre les différents ateliers. Donc, hélas, pour le coup, c'est l'organisateur qui n'avait pas bien communiqué parce qu'on leur avait posé la question. Ok. Mais donc voilà, je vérifie bien ça et puis qu'on ne soit pas aussi en même temps qu'un concurrent. Et je donnerai aussi après une petite astuce, nous, qui avait bien fonctionné. La conférence du concurrent était juste après la nôtre. Et du coup, comment on a vidé leur salle. Je l'aurais dit tout à l'heure. Et ensuite aussi, très tôt dans le process, on définit qui est sur place. Donc ça, c'est toujours un peu la croix à la bannière avec le head of sales ou la personne en tout cas en charge de l'équipe sales, nous c'est le CEO. Mais du coup, pour vraiment bien engager les sales dès le début et ensuite dans le recrutement des prospects et dans la communication, ils sont beaucoup plus investis. Donc je conseille de le faire assez rapidement. Et en termes de communication, donc on a un peu 4 leviers. Le premier, c'est emailing à notre base inbound. Donc là, on fait une communication sur nos très gros salons. Sur les plus petits, on n'envoie qu'un email. Mais on Mhm. commence 2 mois avant. Donc on fait 3 emails. Un premier email qui est axé sur le sujet de la conférence. Donc nous, là, on avait choisi un sujet assez top of the funnel où on n'avait pas de clients qui venaient témoigner et qui était un peu choc, d'ailleurs, qui a un peu choqué certaines personnes pour de vrai. C'était la fin du knowledge management. On fait un deuxième email. On avait fait une petite animation sur le stand avec un partenaire, donc on avait fait un email dédié à cette animation. Et puis le troisième, il est beaucoup plus product, donc l'idée c'est de leur proposer de booker un rendez-vous dès maintenant. Et à chaque fois en PS, on propose des invitations VIP offertes si jamais ils n'avaient pas prévu forcément de venir sur le salon. Et le dernier jour, on envoie donc il y a 4 emails en fait, un emailing avec le plan du salon et notamment le chemin Ok. vers le stand de Mayday. Donc ça c'est pas des personnes qui vont se dire, OK, je vais sur le salon, j'avais pas prévu d'y aller, mais pour ceux qui avaient prévu d'y aller, en tout cas, on a eu des bons échos de personnes qui sont venues sur le stand en disant, ah, trop bien ce petit email, ça m'a permis de savoir où vous étiez.
Là-dessus, il y a un peu une limite, c'est qu'on n'a pas le même objectif avec le CEO et le marketing. C'est le CEO, il veut absolument qu'on book des meetings en amont et que Ouais. l'agenda des sales soit booké hyper tôt. Et en fait, hyper preneuse aussi d'échanger ensuite, mais nous, on n'a jamais réussi à craquer ça. Et donc, nous, notre objectif, c'est juste d'informer qu'on sera présent sur place. Et il y a des gens qui viennent sur le stand en disant: ah ouais, on a vu vos communications, super, mais ils n'ont pas vraiment réservé de créneau, quoi. Et après, on fait aussi de la communication sur les réseaux sociaux de façon assez basique en amont. Le jour J, c'est un peu plus original, je vous en reparlerai. Mais il y a quand même des personnes qui disent: ah oui, j'ai vu le post de Damien, comme quoi vous étiez sur le salon, donc comme quoi ça marche, mais ça ne permet pas de booker des meetings de façon directe. Yes, du coup, alors ça, c'était la promotion de l'événement, donc la communication que tu commences minimum 2 mois avant, c'est ça que tu Mm. disais? Ouais. Donc maintenant, tu as fait la promotion de l'événement, il faut assurer sur place. Comment ça s'est passé, le salon? Qu'est-ce que vous avez fait du coup pendant pour maximiser, on va dire, l'engagement et puis assurer la réussite du stand d'animation? Yes, alors nous, je pense que ce qui a vraiment fait notre force, et enfin, c'est pas forcément justement la communication amont, c'est vraiment le jour J et même dès la veille. Et c'était vraiment l'alignement entre les équipes. Où là, on n'a pas du tout vu de clivage entre sales, marketing. C'était vraiment, et c'est un peu on va dire, le conseil que je peux donner, mais c'est pour moi, le marketing est vraiment l'enabler de l'équipe sales au maximum. Donc la veille, on avait organisé un briefing de 30 minutes sur l'agenda. Donc c'est un salon de 3 jours. Hein. Donc sur l'agenda pendant les 3 jours, quel était le rôle de quelle personne. On a rappelé aussi le pitch, les questions clés de la phase de découverte pour que l'équipe marketing soit aussi au taquet sur le discours commercial, même si à l'écrit on l'est, mais à l'oral c'est un peu différent aussi. On avait aussi préparé le planning avec les conférences des concurrents pour aller faire du flyering à la sortie. Chose sur laquelle je ne suis pas hyper à l'aise, mais les sales sont très à l'aise, donc c'est génial. Les conférences de prospects, donc justement qu'on avait envoyé aux sales qui avaient déjà fait du phoning, mais s'ils n'avaient pas réussi à les avoir, ils allaient aussi attendre les prospects à la sortie. Donc on avait envoyé un planning et sur le stand, c'était vraiment nous qui timions en disant: dans 10 minutes, tu as telle conf. Donc on avait réparti les billets sur chaque conf. Et donc dans 10 minutes, tu as telle conf, il faut que tu y ailles, etc. Quoi. Donc c'est vraiment nous qui pilotions et qui étions en backup là-dessus. Ensuite, une opération qu'on a lancée et qui a très bien marché en termes de trafic sur le stand, c'est l'opération du ticket d'or. Donc sur nos stands, on distribue des pots de popcorn et dans un des pots de popcorn, on a caché un ticket d'or qui permet de gagner un dîner étoilé pour 2 personnes. Donc on l'a relayé grâce aux collaborateurs. Donc le matin, on est arrivé, on a fait chacun des photos où on mettait le ticket d'or dans un pot. Et donc chacun avait son petit post à poster. Donc on était pas mal sur le stand. Donc ça a fait 12 posts sur les réseaux sociaux qui ont fait pas mal le buzz. J'ai plein de gens autour de moi qui m'ont dit: ah, c'est trop bien ce truc-là, alors qu'ils n'avaient rien à voir avec la relation client. Et surtout, on l'a relayé pendant la conférence et c'est ça le hack qui nous a permis de vider, entre guillemets, ils ont quand même eu du monde, hein, mais la conférence de notre concurrent. Mais c'est qu'on leur a dit, en fait, on va distribuer le ticket d'or dans les 30 prochaines minutes sur notre stand. Et donc, les gens se sont massivement déplacés sur notre stand alors que la conférence du concurrent commençait 10 minutes plus tard. Et donc, effectivement, ça a permis un peu d'attirer des gens sur notre stand d'une part, mais aussi d'éviter qu'il y ait trop de monde à la conférence de notre concurrent. Ça, c'est super malin. Mais du coup, par contre, dans la qualité des gens qui sont venus, parce que le risque des animations de stand, au final, c'est de pourrir ton stand, on va dire, avec des gens qui sont pas forcément toujours qualifiés, tu vois, faut bien Ouais. doser. Est-ce que tu es capable de dire qu'effectivement, les gens qui sont venus, c'était quand même quali ou c'était des joueurs, quoi? Oui, alors déjà, les gens qui sont venus à notre conférence étaient très quali. Ouais, Donc, ok. les gens qui ont entendu le message étaient quali. Et ensuite, il y a un gros travail fait sur ce salon, sur les chasseurs de goodies, un peu les gens, Hmm. comment dire, les parasites. Ils ont vraiment des profilers qui se promènent dans les allées, vraiment, c'est très drôle. Et qui repèrent les personnes. Donc, globalement, les profils sur le salon sont assez quali, je trouve. Ok. Donc, ouais, c'était relativement qualitatif. Et d'ailleurs, sur la conférence, on a vraiment eu de la chance. Pareil, le salon a été bien organisé. Donc, tout le monde ne rentrait pas dans la salle. Il y avait maximum 100 places. Et donc, ils ont vraiment scanné tous les gens qui arrivaient et qui ne pouvaient pas rentrer. Et ça fait partie du coup, à ces personnes-là, en fait, on a organisé un webinar où on a refait la conférence, la keynote de notre CEO. Et donc, on leur avait communiqué. Donc, on a quasiment...
J'avais regardé, je crois que c'est 80% des personnes qui n'ont pas pu rentrer qui ont assisté au webinaire ensuite. Ah ouais, ok. Donc, Chouette. ça, c'était assez quali. Ok, donc pardon, je t'ai coupé, mais du coup, tu disais, ouais, relais lors de la conférence sur ce ticket d'or. Ouais, et du coup, relais aussi du vainqueur. Donc, on lui avait préparé un petit post LinkedIn avant de savoir qui c'était. Mais il s'avère que c'était un profil hyper quali. Donc, on était très contents. Mais finalement, il a fait un post hyper personnalisé qui était beaucoup mieux en plus. Mais donc, il a aussi relayé sur LinkedIn. Donc, lui, à son réseau, qui était vraiment des personnes dans la relation client, ça nous a aussi donné de la visibilité. Donc, tout ça pour le prix d'un dîner étoilé. Donc, au final, c'était 350 euros. Enfin, c'était dans une étoile, donc 350 euros. Quoi. Donc, c'était une OP qui valait le coup en termes de budget. Assez rentable. Donc, voilà. Et ensuite, du coup, il y a aussi, donc il y a le rôle des sales, mais il y a vraiment aussi donc je disais le marketing en tant qu'enabler, mais il y a aussi plein d'opportunités. Nous, on a fait pas mal le tour du salon, on a pris des contacts pour des co-branding, donc on a 3 OP de co-branding en fin d'année qui sont liés à des contacts qu'on a, enfin des échanges qu'on a vus sur le salon. On a fait aussi pas mal de veille sur les designs de stands. Et moi, j'aime bien aussi aller parler à nos concurrents. Et ça leur fait un peu peur quand j'arrive souvent. Mais du coup, on a pas mal discuté. Ils m'ont partagé leur organisation sales, enfin plein d'informations clés en toute transparence. Donc, c'était hyper intéressant. J'ai pu faire un peu d'espionnage. Enfin, je leur ai dit qui j'étais, mais ils m'ont donné plein d'infos hyper intéressantes. Et aussi dans le care des clients. Donc, nous, on avait une CSM, mais elle est venue qu'un après-midi. Donc, souvent, c'était moi, par exemple, qui gérais les clients quand ils arrivaient sur le stand. C'était aussi l'occasion de leur proposer de faire des cas clients. De les rencontrer de vive voix, etc. Donc, je trouve qu'au-delà de l'objectif business du salon, il y a eu plein d'à côté qui étaient super pertinents. Et on avait vraiment, je trouve, un fonctionnement de rabatteur aussi par rapport aux sales. Donc, c'était vraiment, on commençait la discussion et puis dès qu'il fallait faire, alors nous, on fait pas de démo sur le stand parce qu'on montre jamais notre produit avant d'avoir fait une une qualification hyper approfondie. Je trouve. Mais dès que la discussion devenait un peu plus profonde, hop, on faisait une passe D à un sales et ça a vraiment très bien fonctionné parce que nous, on allait, on ramenait tout le monde et ensuite, du coup, si c'était quali, on engageait la discussion, sinon on reprogrammait autre chose plus tard. Donc, ouais, je dirais que vraiment la grande réussite, ça a été l'alignement. Et nous, on était présents, on allait parler aux prospects, mais on était surtout les sales à leur rappeler leurs différentes conférences, faire les refills de tout ce qu'il fallait, s'occuper de commander la nourriture. Enfin, vraiment, c'était. On a eu vraiment des très bons échos de l'équipe sales en disant, là, on a vraiment pu faire ce pourquoi on est bon, quoi. Ok, donc ça c'était l'animation, on va dire jour J quoi. Ouais. Maintenant l'événement est passé. Mm. Comment ça s'est passé les jours après le salon? Parce que bon au final le salon ça s'arrête pas ça s'arrête pas le dernier jour du salon quand les portes se ferment, en tout Mm. cas pour en avoir de l'impact. Et qu'est-ce que tu en as mesuré, observé en termes d'impact justement? Yes, déjà, première chose, c'est un CRM bien rempli. Donc, nous, on a testé pas mal de choses pour récupérer les leads sur le salon au-delà des scans. Ce qui fonctionne le mieux et ce que les sales veulent, et au final, ça marche bien, c'est un tableau Notion. Donc, ils remplissent le tableau Notion qu'on met ensuite dans un Google Sheets. Et donc, ils doivent remplir pour midi maximum le lendemain de la fin de l'event. Et ça, on est vraiment hyper relou là-dessus. On ne fait aucun follow-up tant que les leads n'ont pas été créés ou updatés dans le CRM. Donc, c'est la première chose. Et ensuite, on fait 3 types de follow-up. On a le follow-up de la conférence. Donc, nous, là, c'était sur la fin du knowledge management. Donc, on a envoyé un email de la part de notre CEO, pas du tout marketing, en disant, en gros, j'aimerais vous montrer comment nos clients appliquent cette nouvelle ère dont on vous a parlé, donc qui est le knowledge empowerment, du coup. Est-ce qu'on ne se prendrait pas un meeting? Ça, vraiment, ça a extrêmement bien marché. Ok. Je pense qu'on a booké une quinzaine de meetings comme ça, avec des gros poissons. Le deuxième, c'est le follow-up pour les personnes qui voulaient venir à la conférence mais qui n'ont pas pu participer. Donc, comme je vous disais, on a organisé un webinaire où on n'a pas invité que ces personnes-là, mais on leur a notamment fait un follow-up personnalisé en disant, vous n'avez pas pu assister, venez nous rejoindre au webinaire. Donc, ça, pareil, qui a très bien marché en termes d'inscription au webinaire. Et ensuite, les sales font, eux, leur suivi personnalisé à maximum J+7. Et encore, parfois, je trouve que c'est un peu trop long, mais bon, ils ont quand même pas mal de volume. Et donc là, c'est eux qui gèrent de leur côté. Par contre, nous, on a juste un suivi où on est capable de dire s'ils ont ou pas fait leur suivi, quoi.
Donc ça, c'est plutôt sur les événements de type stand. Et après, il y a, je voulais peut-être partager un peu une anecdote sur un événement de type notoriété, sur le gala de l'expérience client, donc auquel on participe chaque année. Donc là, c'est vraiment un cocktail de networking. Ensuite, on a une table avec 5 décisionnaires. Et après, il y a de nouveau un networking. Donc, c'est un événement qu'on paye un peu cher et sur lequel on récupère le fichier ensuite avec les coordonnées des personnes, mais qu'on ne voulait pas contacter de façon trop commerciale, étant donné que ce pas des gens qui ont vraiment entendu parler de Mayday et qui ne savent pas du tout ce qu'on fait. Et donc, l'année dernière, on a décidé de leur envoyer un email en mon nom en leur proposant en leur proposant une interview. Donc, ça m'a permis d'interviewer 45 C-level de la relation client. Et au départ, on ne savait pas trop ce qu'on allait en faire. Donc, j'avais prévu mon interview. Et après, bon, les trois premières, je me suis dit, en fait, c'est hyper intéressant, mais comment on peut capitaliser là-dessus? Et c'est là qu'on a lancé notre contenu secret d'RC. Donc, en fait, tous les 6 mois, on sort 15 interviews, 15 restitutions d'interviews. Donc c'est en gros un apprentissage tiré de votre carrière en relation client. Et donc ça a été un vrai accélérateur pour moi de monter en compétences parce que du coup j'ai parlé à énormément de personnes dans notre cible en très peu de temps et donc j'ai appris énormément de choses sur la relation client et la gestion d'une équipe en relation client. Ça nous a donné de la visibilité et ça nous a permis de faire des intro sales parce que à la fin, au début, je leur faisais un petit topo de Mayday, mais vraiment très rapide. Et à la fin, souvent, il y en a qui me reposaient des questions sur, mais du coup, vous, la gestion des connaissances. Donc, on a créé pas mal d'opportunités grâce à ça. Et surtout, ça nous a permis de parler à des personnes très haut placées dans la hiérarchie qu'on n'avait jamais réussi à avoir. On avait toujours parlé un peu à leur N-1, N-2. Ça nous a donné, le contenu nous a donné beaucoup de visibilité parce que les speakers le partagent, donc on leur fait un kit LinkedIn de communication. Et donc, ça nous permet aussi d'identifier des influenceurs parce que du coup, on met des liens traqués sur leur post. Et donc, on peut ensuite savoir qui est la personne qui nous a ramené le plus de leads, le plus de trafic. Et donc, potentiellement, pour des webinars, une prochaine fois, on sait qui on va pouvoir ressolliciter. Et là, aujourd'hui, du coup, on a de la demande entrante de personnes qui veulent participer. Donc, on n'a même plus besoin d'aller chercher les personnes suite à des événements. C'est souvent des directeurs de la relation client qui sont en transition, qui sont entre 2 postes, qui disent moi, je suis partant pour participer. Et donc là, maintenant, je dirais qu'on a quasiment 80 interviews au total. Et donc, on sort tous les 6 mois. Et l'année prochaine, on va en faire une sorte de livre. Du coup, on combine toutes les interviews pour faire un format un peu différent. Et ça m'a surtout permis de commencer à créer vraiment un réseau de C-level assez puissant. Et donc là, on a organisé des webinars table ronde et donc c'est très facile d'accéder à ces personnes parce qu'en fait, je les ai déjà interviewées et elles étaient contentes de la qualité du contenu. Et donc, de créer vraiment une communauté assez forte. Donc, partie d'un événement à la base vraiment awareness avec un ROI assez difficilement mesurable. Au final, ça nous a permis de l'équipe monter en compétences, générer des nouvelles opportunités, générer de la visibilité, générer de la crédibilité et poser les bases d'une nouvelle communauté, quoi. Ouais, ça c'est super important, tu vois, en termes de contenu. Moi, je le vois avec le podcast, tu vois, enfin, parce qu'en fait, tes interviews, tu aurais pu les enregistrer et puis le sortir dans ce format-là, mais ça te donne accès à des gens à qui tu n'aurais jamais eu accès, en fait, pour essayer d'avoir un meeting sales direct. Mais en fait, du coup, quand tu leur proposes de les interviewer pour avoir effectivement leur opinion sur un sujet, parce que c'est intéressant ce qu'ils ont à dire et que c'est des experts, tout le monde est beaucoup plus ouvert, quoi. Ouais, c'est vrai qu'à un moment, j'ai un peu regretté de ne pas avoir enregistré. Et en fait, j'ai quand même plusieurs personnes qui me disent mais c'est pas enregistré, hein, c'est pas en vidéo ou c'est pas en audio. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qu'on n'aurait pas pu avoir. Parce que notamment, c'est vraiment des grosses entreprises, enfin, c'est La Redoute, AXA, etc. Et donc, eux, il y a un frein sur la communication. Enfin, ils ont une équipe de communication qui peut être un peu rigoureuse. Et donc, le fait que ce soit ensuite une restitution écrite, ça les rassure quand même. Donc, finalement, je me suis dit que c'était pas plus mal. Parce qu'il y a la relecture, du coup. Ouais, exactement. Ouais, Ils c'est ont ça. vraiment le droit de modifier tout ce qu'ils veulent. Mais en vrai, c'est plutôt fiable. Enfin, ça retranscrit plutôt bien ce qu'ils avaient dit. Donc, ça, c'est Ouais, mais c'est vrai que ça rassure, par contre, sur la maîtrise de ce qui va être dit, alors qu'un épisode de podcast, si tu commences à l'envoyer avant pour que ce soit réécouté, après, des fois, c'est l'enfer, quoi. Ok, très cool. Écoute, merci pour tout ce retour, Anna. Si tu devais résumer, on va dire, un petit peu tout ce que tu as dit, c'est quoi le truc, le conseil que tu retiendrais, du coup, pour réussir son salon, quoi?
Ce que je disais plus tôt, c'est pour moi le marketing est vraiment un enabler des sales et on doit mettre de côté notre ego. Mais là, c'est vraiment, on vous donne le brief, on vous donne les calendriers, on est là pour tout vous rappeler, on est là pour s'occuper du stand, on est là pour rabattre les prospects. Mais c'est eux on va dire les stars dans la lumière et on doit vraiment faire en sorte qu'ils puissent faire ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire vendre. Je dirais que c'est ça. Très cool. Bah écoute, encore une fois, merci beaucoup. Mais c'est vrai que sur les salons, enfin, je pense que le salon, c'est le truc où effectivement, quand on dit que le marketing, c'est une fonction support des sales, enfin, c'est vraiment là où toi, tu es plus un peu quand même dans l'organisation, dans la logistique et tout. Et puis après, sur l'événement le jour J, effectivement, c'est ce que tu dis, c'est quand même plutôt eux qui brillent sur le stand, quoi. Ouais. Mais je trouve que c'est vraiment, enfin là, je l'ai vu cette année par rapport à l'année dernière où c'était déjà le cas, mais beaucoup moins. Et là, j'ai vu vraiment une vraie différence de fluidité en termes de process, en termes de feedback des sales, et puis même en termes ensuite de performance sur le salon. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà, merci beaucoup. Et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.